Salutations tout le monde. Oula oula, attends, tu vas quand même pas nous parler histoire constite avec le maillot de Zizou? Ben ouais, pourquoi pas? Ah ouais, j'y suis. C'est l'euro, c'est ça? Eh ouais, supporter en tout temps. Bon mais... écoute... ok. La dernière fois, on s'était laissé sur le fait qu'une commission de 11 personnes échafaudait une nouvelle constitution, avec l'envie d'avoir une élite à la tête du pays. Pour resituer, nous sommes toujours dans le cadre de la Première République, mais nous venons juste d'abandonner l'organisation qu'elle connaissait avec la Convention, premier grand temps de cette République. Aujourd'hui, on va parler du deuxième temps fort de celle-ci, le Directoire. Avec le régime du Directoire, on veut que la République concilie au mieux acquis révolutionnaire et stabilité. L'idée, c'est de tenter de tirer leçon des années précédentes. L'ABS-CIS, discret depuis le temps de l'Assemblée nationale constituante, propose quelque chose d'inédit, la possibilité de vérifier les potentielles atteintes à la Constitution. C'est très important car il esquisse alors le premier contrôle de constitutionnalité des lois. Mais cette proposition ne convainc pas l'Assemblée qui rejette son idée. La Constitution du Directoire, également appelée Constitution de l'an 3, est adoptée le 22 août 1795, presque 6 ans jour pour jour après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En calendrier révolutionnaire, ça correspond donc aux 5 fructidors en 3, fructidors évoquant les fruits mûrs prêts à être cueillis. La Constitution est ensuite approuvée par référendum quelques semaines plus tard. C'est à ce jour le plus long texte constitutionnel de notre histoire avec 377 articles, contre moins d'une centaine actuellement. La Constitution contient une déclaration des droits et des devoirs qui apparaissent pour la première fois. Ce n'est pas un texte idéologique. Les droits sociaux de la Constitution de 1793, initiés par les montagnards à l'an 1, et d'ailleurs jamais appliqués, ne seront pas reconduits. Idem pour les droits naturels, imprescriptibles, etc., ainsi que certaines libertés comme la liberté de culte ou d'expression. L'abolition de l'esclavage reste cependant en vigueur pour le moment. Est aussi remis en place le suffrage censitaire au détriment du précédent suffrage universel, et le référendum est laissé de côté. Donc globalement, le texte constitutionnel est vecteur d'un retrait démocratique. Il faut bien comprendre que le constituant, à cette époque, est traumatisé par la dictature de Robespierre, angoisse à l'idée d'un retour de la monarchie et demeure inquiet pour l'indépendance nationale, compte tenu des menaces militaires venant de l'étranger. De ce fait, on revient à un système de séparation et de rééquilibrage des pouvoirs. Et on essaye de prévoir le plus de choses possible dans la Constitution, d'où le nombre élevé d'articles. On réorganise les différents pouvoirs de la Première République en laissant de côté l'organisation existant sous la Convention. Déjà, au niveau du législatif, pour la première fois de l'histoire constitutionnelle française, on met en place le bicamérisme, donc le fait que le Parlement soit scindé en 2 chambres. La première chambre du Parlement est le Conseil des 500, comportant 500 membres, à minima tous âgés de 30 ans. Il a l'initiative des lois, c'est lui qui les propose et en discute en adoptant des résolutions. Le Conseil les propose à l'autre chambre qui est celle chargée de les adopter ou de les rejeter, c'est le Conseil des Anciens. Anciens car ces 250 membres sont tous âgés d'au moins 40 ans et sont soit mariés, soit veufs. On considérait à l'époque que ces critères étaient gages de sagesse et d'honorabilité, en gardant à l'esprit que l'espérance de vie masculine à l'époque était moindre. Et tout ce petit monde est renouvelé au tiers chaque année. Boissy d'Anglas, qui avait œuvré pour mettre en place un tel système, disait à l'époque que les 500 étaient l'imagination de la République, les anciens étant alors sa raison. D'une certaine manière, on peut questionner la particularité bicamérale du Parlement, car les chambres sont dépendantes entre elles par le jeu de la répartition du travail législatif. L'organe exécutif est le directoire, composé de 5 directeurs
âgé de 40 ans au moins. Il est renouvelé au 5e chaque année. Donc chaque année, il y a un directeur qui change. Le Conseil des 500 propose une liste aux anciens qui, sur cette base, désigne les directeurs. La présidence de cet organe collégial s'effectue par rotation chaque trimestre. Un directeur sortant peut être réélu si, et seulement si, un intervalle de 5 ans s'est écoulé. On veut ainsi éviter qu'une sorte de monarque s'enracine au sommet du pouvoir, d'autant que la particularité collégiale sous-tend un accord entre les directeurs en nombre impair. Donc vous voyez, on a quand même ce souci de ne pas revenir à l'ancien régime. La mission essentielle du directoire consiste simplement à ce que les lois soient bien exécutées, ou encore à diriger l'administration. Et pour assurer sa tâche, il s'entoure de ministres. Dans ses rapports avec le Parlement, il peut seulement communiquer par message, ce qui rend compte d'une rigide séparation des pouvoirs. Les deux pouvoirs existent alors de manière isolée, autonome, presque en s'ignorant mutuellement. Il n'existe ainsi pas d'arbitre pouvant faire office de trait d'union entre les deux pouvoirs ou entre les deux conseils. Donc le régime porte en lui-même des maux qui le conduiront à sa chute. En effet, l'aspect collégial de l'organe exécutif amoindrit l'efficacité décisionnelle et fait naître en son sein rivalité et ambition, ce qui va le paralyser. Il faut aussi mentionner qu'il y a pas mal de corruption. Il faut bien comprendre qu'à 5, c'est plus difficile d'aboutir à un consensus que tout seul. Par ailleurs, même si à terme on avait pu constater la lourdeur générale du système, celui-ci s'était par lui-même rendu immobile en prévoyant une lourde procédure de révision constitutionnelle. En marge de cela, il règne une grande misère dans le pays. Les élections tendent à contester le système qui se cramponne au pouvoir, comme à une bouée en haute mer. Il y a même plusieurs coups d'État qui marquent cette période. Des clubs sont fermés, je rappelle là où on discute politique, des journaux interdits, et au besoin, les dirigeants usent de l'armée. Un point positif notable cependant, et non pas des moindres, vous le comprendrez bien vite. La France parvient à gagner des batailles militaires contre ses ennemis. Avançons jusqu'à l'automne 1799. À ce moment-là, l'un des directeurs est un certain Abbé Sieyès. Membre du directoire, il en a plus que ras-le-bol de ce régime lourd et gangréné, alors il participe grandement à mettre au point un coup d'État qui, il l'espère, sera cette fois-ci fructueux. Pour ce faire, il a besoin d'un sabre, d'un bras armé, d'une épée. Et depuis quelque temps, ça tombe bien, il y a un général auréolé de gloire, un général qui revient juste d'une triomphante victoire en Égypte, un soldat qui commence à être particulièrement connu, Napoléon Bonaparte. Ce dernier partage la vision de l'abbé et demeure populaire et respecté par ses hommes. Donc il y a un mélange politico-militaire assez prometteur. Alors le coup d'État démarre concrètement le 9 novembre 1799, c'est-à-dire le 18 Brumaire en 8. Deux remarques sur cette date. Déjà, Brumaire renvoie à la brume, au brouillard qui annonce les rudes températures. Ensuite, le 9 novembre sera une date assez importante dans l'histoire pour d'autres événements. C'est ainsi notamment la date de l'abdication de l'empereur Guillaume II en 1918, ou encore du putsch manqué de la brasserie en 1923 par le moustachu, de la nuit de cristal en 1938, de la mort de De Gaulle en 1970, ou encore de la chute du mur de Berlin en 1989. Je précise que si le coup d'État du 18 Brumaire démarre bien le 18, l'essentiel se joue le lendemain. J'ajoute également que si Bonaparte a eu un rôle important dans celui-ci, il n'a pas été le plus ferme des conjurés et que globalement le putsch s'est fait grâce à plusieurs acteurs non sans difficulté. Bref, que s'est-il passé concrètement ce jour-là? Pour être concis, Sieyès, aidé par son collègue directeur Ducos, ainsi que de deux ministres, Talleyrand, chargé anciennement des affaires étrangères, et Fouché, en charge de la police, vont transférer les parlementaires à Saint-Cloud, arguant qu'il existe une menace de complot à leur égard.
À Saint-Cloud existait jadis un palais, demeure notamment du frère cadet de Louis XIV, le duc d'Anjou. Et ce n'est pas aussi éloigné que ça de Versailles. Bonaparte, lui, est chargé de superviser l'armée dans les opérations, de sorte à ce qu'elle n'entrave pas le déroulé du coup d'État. Pendant ce temps, 3 des 5 directeurs démissionnent, à savoir Ducos, Sieyès et Barras. Globalement, on intimide les 2 autres directeurs réticents, Moulin et Goyer, président du directoire. Bref, il se passe plein de choses dignes d'un film, que je vous détaillerai peut-être un jour, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout ceci met la pression aux 2 conseils qui votent, au final, la mise en place d'une sorte de nouvel organe exécutif, provisoire, chargé de rédiger une constitution. Un consulat composé de Sieyès, Ducos et Bonaparte, un triumvirat où chacun est affublé du titre de consul, comme à l'époque romaine. Autant dire qu'à ce moment-là, le directoire devient de l'histoire ancienne, et que s'amorce un temps nouveau, celui du consulat. Mais ça, c'est une autre affaire que je vous raconterai la prochaine fois. Avant de vous quitter, j'aimerais récapituler avec vous ce qu'il s'est passé pendant cette riche et intense décennie. En 1791, nous avons une première constitution qui met en place une monarchie constitutionnelle. Celle-ci coule, son roi est décapité, ce qui introduit en 1793 la Première République, et ce jusqu'en 1804. Ce temps républicain d'environ 11 années est divisé en 3 périodes, où on organisera à chaque fois, de manière différente, les pouvoirs. La première période est celle de la Convention, qui démarre en 1793, avec la Constitution de l'an 1 et s'achève en 1795. Souvenez-vous, c'est cette période de la Convention qui est elle-même divisée en 2 temps. Un temps jacobin, lui-même divisé en 2 moments, l'un girondin et l'autre montagnard, puis un temps thermidorien. C'est le fouillis de cette époque de la Convention qui rend la chose complexe. La seconde période, c'est celle qui suit la Convention. C'est celle du Directoire, qui démarre en 1795 avec la Constitution de l'an 3 pour prendre fin en 1799 avec le coup d'État du 18 Brumaire. Celui-ci introduit le futur pouvoir personnel de Bonaparte et on a tendance à dire qu'il met aussi fin de manière globale à la Révolution française. La troisième période, c'est donc celle de Napoléon au pouvoir sous la République, jusqu'en 1804. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi que je n'aurai pas trop réveillé le révolutionnaire qui sommeille en vous. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en promouvant cette vidéo, partage, abonnement, etc. Et de mon côté, je vous laisse pour vous retrouver la prochaine fois avec la période napoléonienne. A bientôt.